Pavoine, éducateur spécialisé au sein de l'association Quad Neuf. L'association Quad Neuf, elle travaille sur l'accueil, l'hébergement et l'insertion. À la base, on est plutôt sur l'accès au droit et l'accès au logement. Et cette association, elle est basée sur Florac, au beau milieu des Cévennes, depuis plus de 25 ans. Donc à la base, on était surtout axé sur le logement, parce qu'on... Ça fait pas 25 ans. Parce qu'il y avait un constat qui montrait que les personnes qui étaient en formation avaient du mal à se loger. À partir de là, l'association a grandi, grossi. Et du coup, on s'est retrouvé avec une association basée sur l'accès au droit et l'accès au logement en général sur les Cévennes. Donc le territoire des Cévennes est un territoire très escarpé, très dispersé. Et au fur et à mesure de l'action de l'association, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient très isolées et en précarité. Et du coup, il y a une rencontre qui s'est faite avec Thibaut de la première, qui était interne et qui essayait de mettre en place un accès aux soins aux personnes isolées. De ce fait, je vais passer le micro à ma collègue. De ce fait, on a mis en place donc, une action qui s'appelle Avicenne et qui, au moyen d'un camion, permet d'aller chercher dans les territoires plus isolés les personnes qui sont en difficulté et en demande d'aide, aussi bien au niveau social qu'au niveau de la santé. Donc moi, je suis une des internes qui a participé à Avicenne, accueil véhiculé itinérant dans les Cévennes. Et donc voilà, c'est un projet qui a vraiment été conçu par cet interne qui a fait sa thèse dessus, qui a mis en place le projet. Et là, notre enjeu, c'est de réussir à maintenir le partenariat avec les internes. Donc un interne dans un terrain de stage sur le village et avec 4 jours par mois dédiés à cette action. Et en tant qu'interne avec Avicenne, on a aussi la mission d'organiser des actions de prévention collective. Voilà, donc ça, on essaie de le faire le plus souvent possible selon les affinités de chacun. Damien Nantes, je suis coordinateur régional de Médecins du Monde pour le Languedoc-Roussillon. Très rapidement, pour revenir un peu sur ce qu'a été la genèse de cette action en Haute-Vallée de l'Aude, le Médecins du Monde est une association que, en général, tout le monde connaît de nom, mais plutôt pour son action à l'international. En fait, depuis son origine, c'est-à-dire depuis 1986, Médecins du Monde a des actions en France pour favoriser l'accès à la santé des personnes en très grande précarité. Il y a quelques années, à partir de 2014-2015, au sein de la délégation Languedoc-Roussillon, et même un petit peu avant ça, il y a eu des discussions et une volonté de sortir de ce qu'on connaît, de ce qu'on fait d'habitude, qui est plus une action dans les zones urbaines, au sens un peu large. Il y a une douzaine de délégations régionales de Médecins du Monde en France et la plupart des actions sont menées en squat, en bidonville, auprès des personnes travailleurs, travailleuses du sexe. On a des centres de soins, mais en général en zone urbaine, et donc avec les publics assez spécifiques qui en général vont avec. Et on a eu la volonté d'aller voir un petit peu ailleurs, d'essayer de connaître, d'essayer de comprendre d'autres difficultés d'accès à la santé, ou en tout cas de s'assurer de savoir si c'était les mêmes difficultés qui étaient rencontrées ou s'il y avait des difficultés spécifiques. Et ça s'est rencontré avec quelques acteurs associatifs, en particulier de la Haute-Vallée de l'Aude, qui ont attiré notre attention sur le niveau en particulier de précarité qui peut exister ici, qui est un niveau, vous le savez toutes et tous, un niveau important, et sur les difficultés d'accès à la santé que ça entraîne. Voilà, c'est ça qui a été à l'origine du projet. On a mené en 2014-2015 une petite phase modeste mais de diagnostic en allant rencontrer des élus, des acteurs associatifs, des personnes elles-mêmes, pour essayer de comprendre un peu quels pouvaient être les besoins.
Et, on a aussi eu la chance d'être accueillis aussi par les collectivités territoriales, la communauté de communes des Pyrénées-Vaudoises, les différentes mairies, celle d'Esperanza, le département qui nous a soutenus très vite également. Ce qui nous a permis voilà, de nous lancer, de faire ce projet. Je vais laisser la parole à Laura pour en parler. Donc, Laura de mon prénom, je vous épargne mon nom de famille qui est un sombre mélange entre l'Alsace et la Kabylie. Je suis médiatrice en santé et donc notre intervention sur la Haute-Vallée se fait de plusieurs façons, à la fois par des permanences sans rendez-vous, par des actions d'aller vers sur les lieux de distribution et des lieux de vie. Donc ça peut être des épiceries, des cafés, des petites places un petit peu fréquentées, et par des visites à domicile. Alors on va rattraper le retard si tout le monde met la main à la pâte. Non, peut-être quel est l'intérêt quel est l'intérêt de telles alliances pour une organisation comme Médecins du Monde? C'est de servir de caisse de résonance. C'était ça l'idée, c'était de dire un programme isolé au fin fond des Combrailles ou isolé au fin fond de l'Aude, une façon qu'a l'organisation de favoriser la montée en puissance de la prise de conscience par les élus de la problématique, c'est d'utiliser le potentiel de prise de parole que représente une organisation comme Médecins du Monde pour augmenter la visibilité médiatique et du coup la réaction des élus hommes et femmes politiques. C'était ça l'idée. Donc de toute façon, ce sont des programmes qui ont vocation à avoir une durée de vie transitoire au service en espérant que le relais sera pris ensuite par les élus, comme ça l'a été pour d'autres combats qu'a mené l'association au sein du comité alerte pour que soit promulguée la loi cadre contre les exclusions, la création de la CMU, etc., au sein d'autres collectifs avec ACTEP, aide, etc., pour que les lois évoluent sur la vente de seringues stériles que j'évoquais tout à l'heure. Donc, là, on a là une alliance entre initiatives locales ou difficultés locales et une assoce qui essaye de faire bouger les lignes du champ politique. Donc, qu'est-ce que vous avez? Ou soit je vous redonne la parole pour vous préciser un petit peu les choses, soit je donne la parole à la salle pour qu'elle vous questionne. Est-ce que vous avez une prise de parole très courte? Est-ce que vous voulez réintervenir sur votre expérience? Très bien. Très bien. Écoutez, alors, et si vous voulez bien, donc, monsieur, vous exprimer, est-ce que vous pouvez nous dire qui vous êtes? De quelle organisation? Bonjour, Jean-Christophe Catu, je dirige les établissements du groupe SOS Solidarité sur l'Aude et les Pyrénées-Orientales. Je suis très intéressé par le projet ALICEN. Dans le cadre du Ségur de la santé dont parlait Madame Sandragnier, dans la fiche 27, on parle d'équipe mobile santé précarité, qui ressemble beaucoup à votre projet en fait, sur comment on allie l'accès aux droits et l'accès aux soins. C'est quelque chose qu'on soutient. On a déposé 2 projets sur l'Aude actuellement qui se font à l'ARS, on attend les appels à projets, qui permettent d'allier l'accès aux soins et de l'aller vers avec ce camion, ce bus, ou des points comme pouvait faire Médecins du Monde pour des endroits spécifiques. Donc nous, on est très intéressés pour ça. Et sur le cadre des liens avec la médecine interne, on a la chance dans nos équipes d'avoir un médecin qui est responsable des SASPAS de Toulouse. Donc il nous permet de nous mettre à disposition ces 6 mois de stage d'internat en SASPAS et qui pourrait être un lien justement avec ces dispositifs. Donc un salarié médecin qui soit référent et après des internes pour pouvoir déployer du temps et de l'apprentissage. Sachant que les SASPAS doivent être accompagnés par un médecin généraliste. Et que notre difficulté à nous, elle va être d'avoir des référents qui ne sont pas sur place, mais qui doivent être joignables. Donc c'était un appel. Simplement pour dire que des stagiaires internes, on peut en avoir, mais qu'il faut des référents. Et notre difficulté, elle va être là. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est que les SASPAS? Très mal. Oui, alors. La formation médecin généraliste, c'est 3 ans, découpé en stage de 6 mois, dont, on passe le détail, un stage de SASPAS, qui est le 2e stage chez le généraliste. Donc, dans le premier stage, on est déjà en capacité à la fin du stage à faire des consultations seules. Et ce stage de SASPAS, c'est pour optimiser, voir d'autres façons de faire et faire des consultations chez un généraliste.
avec une fenêtre, donc on a 4 jours par semaine travaillés et un jour qui est dédié à une activité spécifique qui peut être diverse et variée. Certains vont aller dans des services de spécialité, d'autres, comme moi, vont faire le projet Avicenne ou vont aller suivre un kiné, une sage-femme, que sais-je. Et donc cette partie-là, elle est beaucoup plus libre par la faculté. Et donc, le principal point, en tout cas pour Avicenne, c'est d'avoir des médecins généralistes de proximité qui nous encadrent sur les 3 autres jours travaillés de la semaine, avec la journée de spécialité qui peut être encadrée par des travailleurs sociaux ou par d'autres professions. C'est comme ça que ça se passe à Avicenne et à Pôle-Neuf. Et une difficulté en tant qu'interne parfois, c'est le manque de référent médical pour ces actions spécifiques. La solution qu'on a nous pour l'instant, c'est la disponibilité du médecin qui a fondé, Thibaut de la Fournière, qui a fondé Avicenne, et des autres médecins qui ont enrichi l'action au fur et à mesure du temps. Mais ça reste une problématique pour nous. Donc, ce lien-là, les médecins qui ont participé à l'action, ils sont toujours dans le cœur des décisions qui sont prises, ils sont toujours joignables, c'est un vrai soutien pour nous. Mais parfois, notamment à cause des distances physiques, on les voit moins et ça reste quand même parfois complexe. Est-ce qu'il y a d'autres réactions, questions ou témoignages de culture pour enrichir cette discussion? Oui, alors merci Léonore, effectivement, qui est nouvelle docteure, félicitations encore. Alors, moi je suis médecin de stage universitaire, donc effectivement j'ai des internes en SASPAS, en fait SASPAS, c'est un acronyme, on aime bien en France avoir des acronymes. En fait c'est un stage, c'est important, hein, tous les termes du stage, c'est un stage ambulatoire, en pratique avancée et en autonomie supervisée. Donc stage ambulatoire parce que je pense qu'il y a des médecins généralistes ici, mais il y a quelques années, la médecine générale au niveau de l'université c'était difficile en termes de promotion de cette médecine-là. Et donc l'un des intérêts, en tout cas ce qui a été trouvé par les universités, c'était d'avoir ces stages ambulatoires pour pouvoir rapprocher les étudiants de leur pratique future. Alors qu'en fait, quand les étudiants en médecine générale ils sont à l'hôpital, ils ne font pas vraiment de la médecine générale. Ils font de la médecine hospitalière, c'est très très bien, mais la médecine générale, c'est de la médecine de premier recours. Et donc dans ce cadre-là, il faut avoir des stages adaptés. En autonomie supervisée, pourquoi? Parce qu'en fait, ils sont seuls pendant la consultation, mais en même temps, ils ont un retour qui est généralement le jour même, sur ce qu'ils ont fait pendant la consultation, donc en fait ils ne sont pas seuls. Alors effectivement, le problème qui se passe, c'est que tous les médecins généralistes ne sont pas maîtres de stage universitaire et tous les médecins généralistes ne peuvent pas encadrer des étudiants en autonomie supervisée puisqu'il faut un certain nombre d'années pour pouvoir ensuite avoir des étudiants de ce type-là, il faut 5 ans. Voilà. Dès le départ où on commence à accueillir des internes en médecine générale, il faut 5 ans pour qu'on puisse accueillir ces étudiants. Donc effectivement, il faut, vis-à-vis des élus, des associations, porter vis-à-vis de l'université, des départements de médecine générale. Ce que j'appelle département de médecine générale, ce sont les professeurs, en tout cas les médecins généralistes qui s'occupent au sein des universités de l'enseignement de la médecine générale. Il faut porter le fait que, et puis également le docteur Co est ici présent, porter l'importance en fait pour les médecins généralistes d'encadrer des étudiants et pour pouvoir effectivement dans le cadre de l'augmentation du cursus et du nombre d'étudiants, encadrer l'exercice de la médecine générale. Alors, j'espère que vous en trouverez, je pense qu'il y en a. Je sais que vers le département des Pyrénées-Orientales, il y en a. Moi, je vous conseille de voir avec aussi le département de médecine générale de Montpellier, puisque c'est vrai que si le projet Avicenne il a pu avoir lieu, c'est quand même que le département de médecine générale et l'université s'est vraiment impliqué pour qu'il y ait un étudiant qui soit présent à l'année.
C'est vrai que c'est difficile, et Léonore en a pas trop parlé, mais quand même, il y a eu des moments où en fait il n'y avait plus d'interne voilà, dans ce programme. Donc c'est quelque chose dont il faut parler. Ça ne va pas de soi, hein, le Sud-Lozère, pour des étudiants qui viennent souvent d'autres régions, il faut quand même y penser aussi. Maintenant, tout est nationalisé, et donc arrivent en médecine générale des étudiants qui viennent d'ailleurs. Et donc la seule chose qu'ils connaissent de l'Occitanie, c'est Toulouse, hein, puisqu'ils prennent l'avion, Montpellier, hein, parce que du coup ils vont à la mer, et puis le reste, ils en ont vraiment jamais entendu parler. Donc c'est important quand ces étudiants, ils arrivent par exemple du nord de la France, de Paris, et du coup de pouvoir savoir qu'il y a des territoires ruraux, puisque l'Occitanie c'est une grande région, et que non seulement il y a des soins en santé, mais que également, en fait, on y fait des stages et souvent on y est heureux. Voilà, je pense que c'est ça qu'il faut leur dire. Donc, bonjour à toutes et à tous, donc Anthony Chameau, je suis donc conseiller départemental du canton de la Haute-Vallée de l'Aude, également maire de petit village et vice-président de la politique des communes. Je tenais déjà à remercier Gilbert Simon et l'ensemble du conseil municipal de campagne pour cette manifestation, ainsi que Médecins du Monde qui font vraiment un excellent travail sur notre territoire. Remercier aussi la Maison des Solidarités de Limoux-Quillan et notamment l'ensemble des personnels qui font aussi un très bon boulot pour accompagner les personnels et les personnes précaires qu'on a sur notre territoire. Comme vous le disiez, l'Aude, c'est un des départements les plus pauvres de France et la Haute-Vallée est un des territoires les plus pauvres de l'Aude. Donc on est vraiment un territoire, si vous voulez, on n'est pas là pour faire pleurer dans les chaumières, mais on est là pour parler de la spécificité de ce territoire qui a vraiment besoin d'être aidé. Donc je tenais à souligner effectivement les efforts que fait le département. Donc Hélène Sandrani l'a expliqué pour venir justement abonder et trouver des solutions sur les territoires ruraux. Donc on essaie de financer l'installation des jeunes médecins. La communauté des communes également, par exemple, a construit une maison de santé à Espéraza. On essaie de trouver des solutions pour faire venir des médecins. On est en train de réfléchir aussi à payer, par exemple, des bureaux, ainsi de suite, concrètement, pour que les médecins s'installent. Les infirmières en pratique avancée, ça, effectivement, je pense que c'est aussi un levier important, former davantage d'infirmières sur nos territoires. Mais je mets les pieds dans le plat parce que la situation elle est quand même grave. Je pense que ça ne suffit pas. Je pense que ça ne suffit pas. Je le dis et je le redis. Moi, je ne me résous pas que les habitants de notre territoire aient une médecine, si vous voulez, en quelque sorte, qui est une médecine à deux vitesses. Et qu'en quelque sorte, dans certaines villes, on puisse avoir la totalité de l'offre médicale. Et que nous, on est... médecine, on pourrait dire que c'est déjà pas mal, mais je pense que ça ne suffit pas. Voilà. Et donc je tiens à le dire clairement et fermement. Je pense qu'il va falloir à un moment qu'on se retrousse les manches. Alors c'est ce qu'on disait, donc on essaie de financer l'installation des médecins, sauf qu'on a eu plusieurs cas sur la Haute-Vallée. Ces médecins empochent l'aide et ils repartent. Voilà. On a eu des cas comme ça. Donc là, je tire la sonnette d'alarme, notamment sur le plateau de Sceaux. Beaucoup de maires nous interpellent parce que ce territoire n'a plus de médecins. Voilà. Je remercie Dr Coué aussi d'être là et il se mobilise aussi pour la maison de santé d'Espéraza. Il y a de moins en moins de médecins à Espéraza. On en parlait avec le Dr Ilapchi sur Quillan. La plupart des médecins vont partir à la retraite dans 2 ans. On va se retrouver sur un territoire sans médecins. Je pense aussi au Chalabré qui est dans une situation très grave. Donc, alors, j'en ai déjà parlé, vous en avez parlé aussi, monsieur. Je pense que ça pourrait être une solution, on est bien d'accord, ce n'est pas la seule, mais il va falloir, à mon sens, réfléchir au niveau de l'État, des parlementaires, à ce qu'il y ait une loi qui soit prise à un moment pour, alors on peut utiliser les termes qu'on veut, contraindre, inciter, comme vous le voulez, les médecins à venir dans le monde rural. Je suis moi-même prof. Les profs, si on ne contraignait pas à venir dans certains territoires, on aurait le même problème.
dans des collèges ou dans des lycées, il n'y aurait plus d'enseignants. Aujourd'hui, la santé, ça relève pour moi d'un service public. Et donc, il faut, à mon sens, travailler à ces sujets-là. C'est un vrai sujet de fond, comme vous le disiez, de plus en plus de gens en parlent. Et donc, moi, ce que je voulais vous dire, c'est qu'on ne veut pas être les oubliés. Et j'estime que les habitants de la Haute-Vallée de l'Aude, comme l'ensemble des Français, on a droit à avoir une santé digne de ce nom. Voilà, merci. Très bien, je vais vous laisser réagir. Monsieur, vous vouliez intervenir? Non, c'est fini. Je vais vous laisser réagir, mais je ne voudrais pas qu'on ait uniquement un débat sur la liberté d'installation. Je vais vous laisser réagir. Après, je voudrais réinterroger nos intervenants sur la thématique dont était porteur ce premier tableau. Thierry Legendre, président du conseil de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude. Je rejoins la question sur le fait que l'heure est grave. Moi, en tant que président du conseil, je suis, on va dire, héritier quelque part de cette grande idée de sécurité sociale et je trouve qu'aujourd'hui, c'est un gros coup de canif dans le contrat social, aujourd'hui, sur cette question d'accès à la santé. Et effectivement, je pense qu'il faut qu'on accélère aujourd'hui sur cette question-là, sachant que là, la question de l'aller vers est quelque chose de central. Moi, ce qui m'intéresse dans tout ce que vous dites, et dans l'intervention qui a été faite tout à l'heure sur le DU universitaire, c'est la question du décloisonnement. C'est-à-dire que l'université ne travaille pas juste d'un point de vue purement intellectuel, mais en phase avec les territoires, qu'elle l'apporte sur les territoires. Et c'est pas parce qu'on n'a pas d'université dans l'Aude qu'on ne peut pas faire en sorte que l'apport de la réflexion qui a lieu sur ces questions-là puisse nous enrichir. Là, je vois sur un même projet un éducateur et une interne, on est sur un décloisonnement qui est important et central. La question que moi j'avais, elle était plutôt sur les internes, alors, juste entre guillemets, parce qu'on dit d'aller chercher, moi je pense qu'il faut qu'on creuse une autre piste, c'est de faire en sorte qu'il y ait aussi des gens du territoire de l'Aude qui aillent vers la médecine, qui aillent vers ça, et là il y a à mon avis aussi une porte, parce qu'effectivement, quand on fait ses études et qu'on vient de l'Aude, on a tendance plus facilement à revenir dans l'Aude qu'effectivement quand on a habité le 16e arrondissement de Paris. L'évidence d'aller à Esperanza n'est quand même pas tout à fait directe, hein, on n'y pense pas tous les matins en se levant. Et du coup, la question que j'avais envie de poser plutôt à l'interne, c'est est-ce que vous avez l'ex-interne, félicitations pour votre doctorat, donc vous venez effectivement de, comment on dit, une serment d'Hippocrate, je ne sais pas, voilà. Hein. Chose importante aujourd'hui pour moi, la question du serment d'Hippocrate, il faudrait qu'on revienne un petit peu sur ça. Est-ce que vous avez l'impression que dans le cadre de la formation aujourd'hui et par rapport, je n'ai pas retenu l'acronyme, donc je ne vais pas essayer de le répéter, on a une vraie évolution qui nous permet d'attirer davantage? Qu'est-ce qu'il faudrait faire en plus aujourd'hui pour sensibiliser les internes et puis peut-être d'autres professions, hein. Madame la présidente vient d'une école d'infirmières, on a eu ces mêmes questionnements sur les infirmières, en tout cas sur les professionnels de santé, pour être plus en décloisonnement, en marge et faire en sorte, voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire selon vous par rapport à votre expérience? Vous êtes effectivement, on va dire entre guillemets, l'élève idéal qui a compris que c'était intéressant d'y aller. Il y en a d'autres effectivement qui ont envie plutôt d'aller à Montpellier parce qu'ils peuvent faire la fête, etc. Quand vous êtes jeune, effectivement, c'est plus intéressant peut-être en termes de vie que Esperanza ou Pisa. Mais en tout cas, voilà, qu'est-ce qu'il faudrait améliorer sur cette dimension-là et sur quoi il faudrait qu'on travaille aujourd'hui pour qu'il y ait effectivement plus de personnes qui s'intéressent à ce type de projet. Et je félicite en même temps effectivement Médecins du Monde qui a mis le doigt et en lumière cette problématique-là, spécifiquement sur notre territoire. Alors on ne va pas laisser notre jeune consoeur répondre tout de suite parce que j'aimerais qu'on prenne d'autres questions pour que les intervenants à l'estrade puissent se saisir de différentes problématiques. Donc madame au fond, puis une autre dame à gauche, puis notre confrère. J'ai compris que vous étiez médecin.
Bonjour, donc Vanessa Gauching, je suis animatrice d'un réseau de covoiturage solidaire dans le Puy-de-Dôme. Donc on a déjà contacté ce matin avec nos co-hôtes du coup de l'hôtel. Donc j'ai une question pour Quoi de Neuf, du coup, par rapport à la situation que vous avez, parce qu'on est très similaires, on a constaté ce matin, sur les situations et les problématiques de mobilité. Donc vous dites qu'avec un camion, vous allez du coup vous rendre auprès de la population. Donc j'ai deux questions en une. Est-ce que du coup votre camion il est aménagé pour recevoir les personnes ou c'est plutôt un moyen de transport pour aller vis-à-vis des populations? Et deuxième question, par rapport à la situation de précarité, quelle est, on va dire, la demande d'aide? Comment vous orientez par rapport à la demande d'aide? Est-ce que c'est les personnes qui vous appellent ou vous avez des permanences et les gens viennent à la permanence? Merci Madame pour votre concision, Madame. Très brève aussi, donc Joëlle Chalavou, conseillère départementale. Moi j'avais une question pour les internes. Je ne sais pas si vous avez déjà eu plusieurs internes sur l'opération, ou si c'est quelque chose qui démarre. Est-ce qu'ensuite les internes ont envie de rester sur le territoire? Et s'ils ont envie, est-ce qu'ils le peuvent? Quels sont les freins et les moteurs qui font que les internes puissent ensuite rester? Parce que je trouve que votre démarche, elle met en contact, elle crée quelque chose et ce serait bien qu'il y ait une suite derrière. Et qu'on se rende compte aussi que le fait d'avoir envie de rester, c'est lié à plein d'autres choses sur le territoire et qu'il n'est pas que... Le territoire en lui-même est précaire et pas seulement au niveau de la santé ou de... Voilà. Très bien. Juste par contiguïté, Madame Sancarini, la présidente du conseil départemental. Moi j'ai une question, bon, par hasard, quitter. Non, parce que derrière ça, quand on m'aura répondu, je dirai autre chose. Ok. Alors, on va clore les questions de la salle avec notre collègue. Et puis ensuite, on laisse Avicenne et Médecins du Monde se saisir de ces différentes questions. Oui, docteur Coué, je suis ex-généraliste rural, je viens de prendre la retraite il y a 2 mois, là, donc j'ai encore les idées un peu fraîches sur le sujet. Je suis aussi médecin coordonnateur en EHPAD, qui ne va pas s'en poser des difficultés. Dans le milieu rural aussi, il y a des spécificités sur les maisons de retraite en milieu rural. Et je suis aussi président de la PTA, plateforme territoriale d'appui du département de l'Aude. Je voulais juste dire un mot sur la liberté d'installation, c'est très bref, rassurez-vous. Ce sont effectivement les pouvoirs publics qui en décideront. À titre personnel, je ne suis pas très favorable. Mais je pense que par respect pour les étudiants en médecine, il faudra le leur annoncer au moment où ils passent le concours de première année. Ce qui signifie qu'une telle mesure, si elle était décidée aujourd'hui, ne prendrait effet que dans 10, 12, 15 ans. Donc il va falloir trouver des mesures immédiates, rapides, pour compenser. Je veux dire, on peut parler de ça tant qu'on veut, mais ça ne va pas résoudre le problème demain, l'année prochaine, même celle d'après. Voilà. Merci. D'autre part, sur cette expérience qui me paraît très intéressante, j'ai été aussi maître de stage universitaire pendant une dizaine d'années, là, sur les facs de Montpellier et de Toulouse. Donc on a des confrères et des consoeurs, là. Je me pose la question quand même de savoir si une telle tâche, est-ce qu'un interne n'est pas un peu, excusez-moi l'expression, de chair à canon pour faire fonctionner un tel service, comme les internes peuvent être de la chair à canon pour faire fonctionner certains services hospitaliers à bas coût. Vous parliez Vincent Brani du coût. Un interne est beaucoup moins payé qu'un médecin, c'est une réalité. Et donc, est-ce que c'est vraiment quelque chose d'envisageable et de souhaitable, puisque ça se fait par défaut? Une dernière intervention très brève aussi sur la téléconsultation. Qui dit téléconsultation, je pense qu'il ne faut pas non plus rêver, parce que pour qu'il y ait téléconsultation, il faut qu'il y ait un médecin au bout, et nous n'en avons pas. Ils sont sur le terrain ou ailleurs. Voilà, merci. Merci. Alors juste, je vais réguler un petit peu les choses, parce qu'on a un atelier cet après-midi dont la thématique centrale, ce sont les questions de l'éloignement physique. D'accord ? L'atelier de ce matin, la première des préoccupations était que nos interlocuteurs éclairent dans le schéma théorique que je vous proposais les entraves qui ne sont pas uniquement des entraves d'ordre de distance physique. Hein, et on va traiter un atelier là-dessus. Donc moi j'ai une question qui répond à la thématique centrale, qui a été évoquée tout à l'heure, je voulais le relever, c'est qu'un de nos interlocuteurs nous a dit: nous prenons soin d'avoir des consultations sans rendez-vous. Parce que tous ceux d'entre vous qui travaillent en première ligne, vous savez que de la part d'un certain nombre de personnes,
qui sont des personnes qui sont en situation de précarité, le respect des prises de rendez-vous, ça, pour plein de raisons, dont les questions de littératie que j'évoquais tout à l'heure, est difficile. La psychiatrie publique, champion du monde des rendez-vous dont on aurait dans les CMP éloignés. Donc moi, je vous pose cette question. Quelles sont les difficultés que vous aidez à résoudre qui sont des entraves non géographiques? Et ma question est à prendre après toutes les autres. Alors, tout d'abord, pour le financement. À l'origine du projet, évidemment, ça ne s'est pas fait en un claquement de doigts. Donc l'association était déjà sur place depuis un bon moment. Donc, on parle de l'isolement physique des personnes et géographique, mais il y a aussi un isolement volontaire idéologique. Et au début, on a mis en place des permanences au sein même des villages. Mais le problème de ces permanences, c'est que les personnes devaient venir volontairement à ces permanences. La différence avec le camion, qui est un camion aménagé pour pouvoir recevoir les gens, et aussi c'est un petit camping-car en fait. Aussi pour pouvoir proposer un café, un moment de convivialité, un moment d'écoute. Parfois ça suffit pour débloquer les choses. En fait, le but principal, c'est de créer du lien humain. Puisque les personnes qui idéologiquement sont venues dans les Cévennes, souvent c'est pour s'isoler et dire c'est bon, l'administration j'en veux plus, je me mets dans mon coin. Donc ça fonctionne bien quand on est en bonne santé, quand on a de quoi bouger, une voiture, un véhicule quel qu'il soit. Mais quand une de ces solutions ne marche plus, eh ben, on se retrouve effectivement très isolé. Et l'idéologie aidant, vous en avez parlé tout à l'heure, les personnes ne vont pas vers le soin, ne vont pas vers le social. Nous, avec le camion, l'avantage c'est qu'on va vers les personnes. On crée du lien, on fait du café, les gens ils viennent nous parler, et à partir du moment où il y a le lien qui est fait, eh ben, les solutions elles se développent petit à petit. L'avantage d'être en binôme social et médical, c'est que les personnes qui sont en difficulté, elles viennent nous parler, on va dire par une porte d'entrée, d'un problème qui les préoccupe, et puis en parlant, en écoutant, on s'aperçoit que derrière cette porte d'entrée, il y a d'autres problématiques. Le fait d'être en binôme, d'être complémentaire, eh ben on peut se passer la balle, on dit effectivement le monsieur il est venu parce qu'il avait mal au pied, mais finalement on s'aperçoit qu'il n'a plus de droit, qu'il ne touche plus rien, qu'il est en grosse difficulté sociale, et inversement. Sur la question du financement, donc ces permanences, on s'est aperçu que finalement ça ne marchait pas très très bien. Il y avait des personnes, des élus qui étaient là, et finalement qui attendaient toute la journée, il y avait une ou deux personnes qui venaient, et c'était pas efficace. Chez Thibaut de la Fournière, en lien avec Quad 9 est sur place depuis un moment. Thibaut de la Fournière était là en tant qu'interne, et on a fait beaucoup de demandes, d'appels d'offres. Donc au démarrage de l'action, on a reçu le soutien de la fondation AG2R La Mondiale. On a fait beaucoup de demandes de subventions. Donc pour l'achat du camion et la fondation Abbé Pierre. Donc il faut en fait ratisser très large, demander. Ils financent donc des actions. Donc ça a été un gros coup de pouce pour mettre en place l'action. Déjà on avait le camion. Ensuite, la DDCSPP, qui est aujourd'hui la DDEDSPP, je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est le département. Non. Je ne suis pas spécialiste de ces questions-là. Qui a soutenu l'action aussi à l'origine et qui continue à le soutenir actuellement. Ensuite, on a eu l'ARS récemment, puis le département de la Lozère, et en fait, petit à petit, ça fait boule de neige. Donc, depuis 2018, il y a aussi la CCSS qui va être la CPAMC. Et on a ponctuellement des aides. Là, la dernière aide qu'on a eue, c'était la fondation
de la Banque populaire du Sud. Donc, petit à petit, en fait, on va chercher un petit peu à droite, à gauche. Alors, le budget global en 2020, c'est par rapport aux consultations individuelles, donc à l'itinérance et les actions collectives, je vous donne un chiffre, c'est de 25 712 € pour l'année. Ce qui est intéressant, c'est que les financeurs soutiennent l'action sans idée de rentabilité. C'est-à-dire que ce qui est mis en avant vraiment, c'est le lien et l'écoute. Le fait d'aller vers les gens, ça permet de faire tomber ces barrières idéologiques et cet isolement. Très bien. Est-ce que vous voulez réagir de votre côté, Léon, en particulier sur la réforme des études, enfin sur la nécessité, j'y reviendrai dans la courte conclusion que je ferai, mais de notre collègue qui dit ok, on peut changer les règles, mais il faut que les jeunes gens qui passent le concours de médecine aujourd'hui sachent qu'à la sortie des études, potentiellement, ils pourraient avoir la totale liberté de leur lieu d'installation. Qui est un problème, bien sûr, qu'il faut considérer. Ça, moi, je peux que donner mon avis là-dessus, et je suis pas sûre d'en avoir un pour l'instant. De toute façon, on fera ce qu'on nous dira de faire. Sur les études, après, en tant qu'ancienne représentante des syndicats, on ne sera pas pour, d'accord. Sur comment faire pour que les internes aient plus dans les milieux ruraux. Alors, on a 2 stages 100% en ambulatoire avec donc, des médecins généralistes MSU, donc formateurs. Donc, il faut qu'il y ait des formateurs. Et après, il faut que les territoires, enfin, les stages, les terrains stages soient entre guillemets bien validés. Ça fait un bon bouche à oreille et puis ça développe comme ça. Donc, plus le fait que ça oblige à faire un peu plus de kilomètres, mais ça, il y a plein d'aides et de solutions qui sont proposées. Donc, c'est surtout l'intérêt pédagogique du stage. En médecine, dans les PO, en médecine de montagne, il y a des gens qui veulent voir de la traumato, faire des radios, et du coup, c'est des gens qui trouvent on choisit par ordre de classement. Donc, normalement, tous les stages qui sont mis au choix sont pourvus. Donc, à partir du moment où il y a un stage, il y aura un interne. Souvent, c'est quand même les milieux les plus ruraux et les plus éloignés des villes où on fait le reste des études qui sont les stages les pris en dernier. Mais ils sont pris et les gens sont la plupart du temps très contents d'y être allés. Voilà. Le SASPAS, ça reste la possibilité de plein d'innovations. Alors, c'est des projets à créer à plusieurs qui peuvent être un plus parce que ça donne envie de faire une médecine un peu inhabituelle, même si avec l'ELICEN, on ne fait que de la prévention et de l'organisation de soins. Donc, je ne suis pas d'ordonnance quand je suis dans le cabinet. Voilà. Je voulais parler rapidement du service sanitaire, qui est quelque chose qui est très nouveau, qui a été mis en place avec brio par la faculté et le département de santé publique, je ne sais plus en tout cas, mais dans les différentes facultés de médecine. L'idée, c'est de permettre à tous les étudiants en santé, donc c'est valable pour les étudiants en médecine, les dentistes, les sages-femmes, peut-être les infirmières aussi, de mettre en place des actions de prévention et de les préparer et de les organiser. À Montpellier, ils sont plutôt tournés vers les problématiques des quartiers en difficulté. Pour avoir discuté avec la personne qui a mis ça en place, c'est difficile de faire aller les étudiants, en tout cas pour la médecine, dans les milieux isolés, mais ça peut peut-être changer, et puis peut-être que pour d'autres métiers ou d'autres études, il y a d'autres philosophies et d'autres possibilités. Donc ça, je pense que ça peut être intéressant pour faire découvrir un milieu rural, des problématiques aux étudiants en santé. Et voilà, principalement ce que j'avais à dire. Bien, merci. Le temps que le micro circule, juste revenir sur un point, commenter un point sur les études de médecine, qui est que ma génération a connu un concours de l'internat qui était régionalisé. L'internat a été remplacé par l'ECL, l'examen classant national. Je n'étais pas défavorable à cette réorganisation, au sens qu'aujourd'hui, chaque année, des 9000 étudiants en médecine de fin de 6e année passent ce concours, et en fonction de leur classement aux ECN, ils vont se voir octroyer une possibilité de choix de spécialités, dont la médecine générale, et une possibilité d'affectation territoriale pour la fin de leurs études. Donc moi, ce à quoi je n'étais pas favorable, c'était en particulier sur le fait que dans la pratique, ça aboutit au résultat que la médecine générale est choisie en dernier
par un certain nombre de jeunes gens qui passent ce concours, alors qu'il y a des jeunes gens qui veulent délibérément faire médecine générale. Donc ça peut entretenir l'image d'une spécialité médicale, parce que c'est une spécialité médicale, la médecine générale, qui apparaît comme finalement en queue de peloton des choix des étudiants. Alors qu'on sait chaque année qu'il y a des jeunes gens qui veulent être médecins généralistes. Je voulais préciser cette réalité du concours. Laura et Damien, je crois que vous vouliez répondre à d'autres questions. Oui. Alors, moi je voulais rebondir aussi sur ce que disaient les collègues de la lycéenne sur la méthodologie de l'année verte, qu'on utilise aussi à Médecins du Monde, donc qui consiste à rencontrer les personnes sur leur lieu de vie, comme je le mentionnais précédemment, notamment sur les lieux de distribution, des bars, des épiceries et d'autres lieux plus informels. Les premières demandes, comme vous le disiez, sont rarement autour de la santé en première intention, mais lorsqu'on prend le temps d'échanger avec les gens, il y a beaucoup de choses qui se dégagent et c'est intéressant de pouvoir les traiter. Je vais vous donner quelques exemples concrets qui parleront certainement plus que des longs discours. Donc pour les noms des patients témoins que je vais utiliser, vous trouverez toujours Jean-Luc. Donc tous les exemples seront à partir d'un Jean-Luc. Par exemple, j'ai reçu en consultation un jour Jean-Luc qui m'expliquait qu'on lui avait dépisté l'hépatite C. Et en fait, les médecins qu'il avait rencontrés n'avaient pas pris le temps de lui expliquer ce qu'il en était, donc j'ai commencé par lui demander « Qu'est-ce que vous savez d'hépatite C ?» Ce à quoi il m'a répondu que ça se transmettait par le toucher. Et Jean-Luc, il avait un fils de 3 ans, il n'osait plus toucher depuis 6 mois parce qu'il était persuadé que par le moindre contact au toucher, il allait infecter son fils. Donc ça faisait 6 mois qu'il le touchait et il le portait avec des couvertures et qui, tous les jours, il passait à la javel sa vaisselle et tout son appartement. À l'école, du coup, il y a un signalement qui a été fait parce que l'enfant, il avait changé de comportement parce qu'il pensait que son papa l'aimait plus. C'était un petit peu compliqué, il ne le touchait plus et puis il y avait de la javel qui sentait un petit peu partout. Donc du coup, avec Jean-Luc, on a fait un travail de qu'est-ce que c'est l'hépatite C, on l'a accompagné jusqu'à chez le médecin, qu'il a pu exprimer sa difficulté, il a fini par avoir accès à son traitement. Ça, c'est un exemple de dégâts social qu'il peut y avoir chez les patients à ne pas oser exprimer les difficultés en santé qu'ils peuvent rencontrer. Autre exemple, un autre Jean-Luc, qui venait chez moi pour des questions administratives, et puis je voyais s'asseoir de manière toujours un petit peu étrange, donc régulièrement je l'invitais à s'exprimer là-dessus, mais il n'osait pas trop le faire. Et puis un beau jour, il prend son courage à deux mains, je vois que ça lui coûte, il se lève devant moi, il baisse son pantalon et son boxeur, j'en étais pas autant, mais c'est comme ça qu'il m'a répondu. Et puis il me dit, bah voilà, moi j'ai un œdème au sexe depuis 6 mois, c'était purulent, et j'ose pas le dire à mon médecin parce que voilà, j'ai honte de ce qu'il va pouvoir me dire. Donc pareil, on a fait un travail pour aller chez le médecin, on va jusqu'à chez lui, et puis au final, la réponse est qu'on a trop attendu, Jean-Luc il a trop attendu avant d'en parler, et qu'il a fallu faire une circoncision, là où une simple crème aurait aidé s'il avait pu en parler plus tôt. C'est quelques exemples comme ça qui peuvent sembler un peu détonnants, mais qui ne sont pas si rares, et qui viennent montrer qu'est-ce que ça peut engendrer, la crainte de parler des difficultés de santé, et la difficulté à le faire aussi. Souvent, ce qui est compliqué pour les personnes qu'on rencontre, c'est qu'elles ont quand même un mésestime et un mésamour d'elles-mêmes qui est quand même importante. Dans le champ de la précarité, je pense que vous le constatez aussi, il y a une surreprésentation des personnes qui ont été victimes de maltraitance dans l'enfance, verbale, physique, d'inceste, de rejet familial suite à une annonce d'orientation sexuelle aussi. Ces catégories-là de personnes, elles sont surreprésentées dans les consommations de produits actifs, elles sont surreprésentées sur une mauvaise image d'elles-mêmes qui font qu'elles ne vont pas prendre soin de leur santé et pas penser à s'en préoccuper. Combien de personnes, j'ai entendu en consultation me dire « mais je ne mérite pas qu'on s'occupe de moi ». Du coup, voilà, avec quoi on part comme difficulté et jusqu'où ça va aussi, quels sont les coûts pour le système de soins, parce que plus on attend, plus, voilà, comme vous le savez, les frais peuvent être onéreux et puis la santé des patients impactée, et comme c'était mentionné aussi en présentation, l'estime de vie aussi qui en subit un impact important. Et c'est sans mentionner encore la prévalence des troubles psychiques qui ne facilitent pas les choses. La manière de s'adresser aussi des soignants et des professionnels du social, voilà, on peut élargir aussi, qui font que les patients n'osent plus s'adresser à ces dits professionnels. J'ai l'exemple par exemple d'un autre Jean-Luc qui était venu me voir en me disant qu'il était allé à la gendarmerie parce que Jean-Luc il avait 25 ans et il venait de se faire violer par un homme de 30 ans. Il a voulu porter plainte à la gendarmerie. Et le gendarme lui a ri à la figure en lui disant que ça n'existait pas, les hommes qui se faisaient violer. Du coup, suite à ça, il n'a plus osé s'adresser à d'autres professionnels, son estime de lui s'est dégradée, il a sombré dans une dépression vraiment compliquée. Et voilà, c'est un autre exemple de l'impact de l'accueil qu'ont les agents avec les personnes en difficulté. Qu'est-ce que je peux vous citer d'autre ?
La notion de la temporalité aussi des personnes qu'on accompagne, elle est complexe. Ça prend du temps, d'où l'intérêt d'aller vers aussi les difficultés d'honorer les rendez-vous, mais rendez-vous compte quand on passe son temps à se préoccuper de sa survie psychique et à se dire qu'on va juste essayer de manger et de se lever ce matin, un rendez-vous dans 6 mois pour l'ophtalmologue, c'est compliqué à honorer. Voilà. On va laisser Damien. Oui, merci. Merci. Non, je vais juste rebondir très rapidement sur ce que disait Laura, parce que c'est vrai que le débat s'est orienté, et c'est normal, vu la situation qu'on a au territoire, et puis qui est aussi plus large, de désertification médicale, mais c'est vrai que, et je rebondis aussi sur ce que disait Jean-Christophe sur les équipes mobiles santé-précarité, c'est que c'est un travail très important, mais je crois qu'il ne faut pas se tromper, c'est pas un travail qui va résoudre la situation du manque de médecins sur un certain nombre de territoires. Quand on a commencé ce projet-là en Haute-Vallée de l'Aude, la démographie médicale était beaucoup plus favorable, et on a décidé dès l'initiative, je pense que les élus, les personnes qu'on a rencontrées à l'époque pourront le dire, nous on a délibérément plutôt dit qu'on n'allait pas faire des consultations médicales, on n'allait pas remplacer ce que faisaient les médecins généralistes, mais que notre travail, notre rôle, c'était de permettre à des personnes, alors pour le public qu'on vise, c'est les personnes en situation de précarité, justement de reprendre le lien avec le système socio-sanitaire de droit commun. Et c'est pour ça que je rebondis sur ce que dit Laura, parce que je crois que c'est très important, parce qu'il y a des difficultés d'accès à la santé qui dépassent très largement le simple fait, par exemple, d'accès aux droits. C'est pas parce qu'on a des droits, il y a des personnes qui sont en rupture de droit, il est très important de leur ouvrir et de les accompagner là-dedans, mais c'est pas parce qu'elles ont des droits qu'elles accèdent à la santé. C'est un processus qui est encore plus complexe que ça, et ce travail-là, il est extrêmement important. En même temps, il ne faut pas se tromper. Ce travail-là, il demande à ce qu'on emmène les gens vers quelque part. Voilà. Nous, notre travail, c'est d'essayer et d'accompagner les personnes vers le système de droit commun. Il faut que le système de droit commun existe. Donc, ça ne répond pas à cette problématique. Cette problématique-là, c'est deux aspects qui sont d'abord complémentaires. Et il faut faire les deux pour permettre aux personnes d'accéder à la santé. Donc, dans ce premier atelier, avant de passer à l'étape suivante, on a consacré du temps à essayer de disséquer les barrières qui ne sont pas que des barrières géographiques. On a vu l'estime de soi, le syndrome dépressif, le militantisme de certaines personnes qui veulent se mettre en retrait du système, la volatilité du respect des rendez-vous. On voit bien que là, on n'est pas nécessairement dans la question de la stricte proximité géographique entre ceux qui sont au service de l'offre de soins et ceux qui sont censés en être les utilisateurs. Donc, et c'est très important, autrement dit, ce n'est pas parce qu'on va avoir un médecin généraliste et un cabinet infirmier dans chaque village que nécessairement les personnes vont être demandeurs de ce type de soins, pour plein de raisons différentes. Et tous ceux d'entre nous qui travaillent en milieu rural, ça a été mon cas, je voudrais revenir sur un des commentaires du collègue d'Avicenne, qui est qu'on sait très bien que les entraves de l'accès aux soins en milieu rural, celle de mes petits vieux retraités du monde agricole, n'est pas du tout celle des babacools qui ont fait le choix de venir au fin fond des Cévennes à Valrogue. Hein. On ne peut pas apporter une thérapeutique identique à des mécanismes qui n'ont rien à voir. Parce que les personnes très isolées dans leur ferme, au fin fond d'un hameau de l'arrière-pays, eux, ils sont demandeurs de soins de type conventionnel. Et donc, la thérapeutique n'est pas univoque. C'est ce que soulignait le collègue d'Avicenne. Terminer aussi peut-être sur exprimer un point de vue personnel, avant qu'on alterne. Je ne crois pas à l'encouragement financier comme à une bonne stratégie. Pour avoir été jeune médecin généraliste de campagne, je sais très bien aujourd'hui que dans le village où j'étais, si un médecin vient s'installer, l'argent n'est pas son problème. L'argent n'est pas son problème parce qu'au bout de 6 mois, il est au taquet. Donc, toutes les stratégies qui reposent sur de l'attractivité financière, je n'y crois pas un copec. Et c'est un point de vue personnel. Je
voulais juste rajouter une chose sur le décloisonnement. C'est très très important de décloisonner, c'est-à-dire que là on est sur un binôme médico-social. Tout à l'heure vous parliez des internes qui viennent de partout en France et qui finalement ne connaissent pas Esperanza. Mais en fait, nous on travaille énormément avec plein de partenaires. Des partenaires sociaux, des partenaires médicaux, et plus on a de partenaires, plus on a d'informations sur les personnes, et plus le maillage fait qu'on peut aller vers les gens. Concrètement, c'est vrai que nous, avec le camion, on va, comme vous, sur des places de village. Après, en lien avec les maires, en lien avec les personnes qui connaissent leurs administrés, qui nous disent, bon ben voilà, telle personne elle est en difficulté, moi je peux vous faire rentrer chez cette personne. Souvent la personne, quand on arrive chez elle, elle va dire, mais moi j'ai besoin de rien, quoi. Et puis on discute 5-10 minutes autour d'un café, et puis hop, il y a des petits trucs qui sortent, et puis on attrape le petit bout de ficelle, et on se dit, bon ben voilà, moi je peux essayer de faire quelque chose avec ça. Toi, tu vas dire, ben moi je peux vous mettre en contact avec tel ou tel médecin spécialiste. C'est plus loin. On va organiser le transport. Et plus le maillage, plus le décloisonnement se fait entre le social, le médico-social, autre chose, n'importe quoi, hein, que ce soit les territoires, etc. Et plus c'est facile d'aider les gens et de répondre à leurs demandes ou pas, parce que des fois ils n'ont pas de demande. Mais la difficulté elle est là quand même. Allez, Damien, quelques mots. Oui, juste une question sur cette question du temps, et je veux dire, en regardant aussi, il y a beaucoup d'élus et de responsables de collectivités territoriales. C'est vrai qu'on est aujourd'hui souvent face à, je rebondis sur votre question, Mme Sandanier, sur la question du financement, parce qu'on est souvent face à des financeurs qui nous demandent aussi des chiffres, et qui parfois ont une logique un peu chiffrée. Et c'est vrai que plus les personnes sont loin du système de santé, plus elles sont en difficulté sociale, plus ça prend du temps en fait de les accompagner, ne serait-ce que pour que des fois au bout de plusieurs mois de lien, cette demande justement elle émerge, elle vienne. Ça met beaucoup de temps, vous savez mieux que moi, mais voilà, ça met beaucoup de temps à venir. Et donc ça se concilie pas très bien avec des politiques ou des retours qu'on a qui sont parfois un peu gestionnaires, qui nous parlent de nombre, qui nous parlent d'efficacité. En fait, moi je pense que c'est très très efficace de ramener tout le monde vers la santé, ça coûte beaucoup moins cher à la société à terme, mais ça suppose qu'on comprenne que c'est un travail complexe, c'est un travail difficile, que c'est un travail long. Et puis ensuite, sur les territoires ruraux, ce qui est une spécificité, la file active, c'est-à-dire le nombre de personnes accompagnées par an de Médecins du Monde en Haute-Vallée de l'Aude, c'est environ 200 personnes. Et ça, quand on en parle, je vais dire à Montpellier, c'est très très peu. Mais 200 personnes sur le territoire de la Haute-Vallée de l'Aude, c'est 1% de la population. Et 1% de la population, en réalité, c'est énorme. Voilà. Et sur un territoire qui est 85 communes, qui est très, très vaste, c'est pas facile. Ma question était provocatrice, parce que je sais qu'on vous la pose souvent, à commencer par la collectivité que je représente. Pourquoi ? C'est surtout, et ça a été dit 2 fois la semaine, nous sommes dans un territoire pauvre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que moi, par exemple, au département, j'ai beaucoup plus de RSA que dans les Alpes-Maritimes. Vous voyez la différence ? J'ai beaucoup plus de personnes en situation de précarité qui ne peuvent pas payer leurs dépenses d'énergie, qui ne peuvent pas payer de quoi donner à manger à leur enfant. Enfin, je ne fais pas dans le misérabilisme, vous le savez. Et que donc, ce qui se passe dans ce pays, ça fait partie de mes irritations. Vous l'avez dit, madame, la santé, c'est une compétence État, comme l'éducation. Et moi, je fais partie de celles qui pensent que amener les collectivités, quelles que soient ces collectivités, à financer la santé, c'est poser
le principe même de l'inégalité. Parce que moi, l'Aude, je ne suis pas les Alpes-Maritimes. Et que ça condamne les Audois à avoir des accès aux soins ou des prises en charge qui sont différentes de celles des Alpes-Maritimes. Parce que je suis obligée, je parle que de ceux que je connais. Parce qu'effectivement, le RSA, il faudra le payer. Parce qu'effectivement, les prises en charge de précarité, il faudra les faire. Et alors, c'est facile de dire ce que je dis. Alors, c'est vrai que des fois, on regarde, on dit, bon, mais vous touchez combien de personnes? Parce qu'à un moment donné, il va falloir choisir où on met l'argent. Et qu'on n'a pas beaucoup d'indicateurs pour dire, là, il y en a un peu plus qui sont touchés, ou là, on est un peu plus efficace, tout en sachant que dans l'absolu, ce n'est pas le vrai. Mais la cause de ça, elle est ailleurs. Et moi, je fais partie de celles qui disent, attention, parce qu'à force de filer aux collectivités territoriales des compétences qui relèvent de notre niveau, eh bien, les inégalités, on va les inscrire dans le marbre. Je m'excuse, mais il fallait que je le dise. Très bien.